Voilà. Et ben voilà, c'est une expérience paranormale que vous allez vivre ce soir. C'est sans risque, il n'y a pas de... Par contre, c'est un film, il y a pas mal de gens, si vous voyez trop, ça peut rendre fou, il faut faire attention. Qui l'a vu plus de 3 fois? Ah, vous avez déjà des facteurs de risque, à partir des 3 fois. Qui pense avoir trouvé le sens de Shining? Alors, qui a vu, je fais un petit test comme ça avant de commencer la soirée, qui a vu Room 237? Ah, c'est moi, d'accord. Oui. Il y a encore des gens qui vont rattraper que je meuble rapidement. Alors, je vais quand même commencer à vous raconter 2-3 histoires, sinon c'est un peu frustrant, j'ai pas l'heure. Alors, je vais me mettre là, donc je vais pouvoir. Le dispositif que je propose est un dispositif de travail sur des images. De travail, alors je ne suis pas Alain Garel, je ne vais pas travailler sur la technique du cinéma. Je vais partir du principe que dans les films, vous avez certaines images qui vous marquent. Et ces images, elles permettent peut-être de comprendre des choses. Alors effectivement, tout le travail que font les gens depuis 2001 chez Kubrick, c'est d'essayer d'aller chercher le petit détail et à partir de là, de tirer des théories un petit peu fumeuses. Alors, moi, quel est mon cadre de pensée, si vous voulez? Le cadre de pensée, c'est ce que Michel Cazenave faisait à l'entrepôt il y a quelques temps, c'est de travailler sur le rapport entre les mythes et les images. Alors moi, j'ai appelé ça la symbolique des images. Donc là, je vous ai mis une affiche qui est intéressante, parce que cette affiche, elle raconte quelque chose. Vous verrez que le personnage que vous voyez, rappelez-vous bien de cette affiche. Et essayez de vous dire le personnage que vous voyez là, est-ce qu'il est dans le film? Déjà. En fait, je vais procéder pas mal comme ça. Je vais vous poser, alors si vous avez le courage de rester après, j'ai une sélection d'images où je vais vous poser des questions. Et bien entendu, moi j'ai une idée, mais je pars du principe que le sens d'un film n'est pas totalement univoque. Il peut y avoir plusieurs degrés de signification. Alors, l'idée que j'ai eue à un moment donné, c'est de mettre des films par 3. Donc là, vous êtes à la fin d'une trilogie. Vous faites des trilogies de cinéma, ça fonctionne. Vous avez une progression d'un parcours. Donc le cycle s'appelle Se libérer de la peur. Donc j'ai pris 3 films, et vous aurez dans la conclusion, à la fin, si vous restez à la fin, vous aurez l'idée qu'il y a un lien secret entre ces 3 films. Alors, est-ce que vous avez déjà vu Twin Peaks Fire of Disney? Oui. Ok. Est-ce que qui a vu La Nuit du Chasseur? Ok. Donc déjà, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent me dire, dans ceux qui les ont vus, quel lien il y a entre les 3 films qui fait travailler déjà? Alors, quand vous prenez la parole, vous parlez juste fort. Hein, et le rapport, outre le thème de la peur, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme rapport entre les films? Allez-y. Une figure monstrueuse dans chaque film. Exactement, la figure du monstre, la figure du père malfaisant, fondamental, la figure de l'enfant victime, et d'autres symboles. Alors, pour aller un peu plus loin sur les symboles, je vous introduis un petit peu tout ça, qu'est-ce que c'est qu'une image symbolique? Alors, il y a une époque, il n'y avait pas le cinéma, il y avait des images, alors l'alchimie du cinéma, l'alchimie de quelque chose, une alchimie c'est quand les choses se marient bien. Vous voyez, on va dire qu'il y a une bonne alchimie entre ces 2 personnages, une bonne alchimie entre, alors si Kubrick c'est assez vrai, entre le son et l'image. Kubrick il a vraiment travaillé sur ce rapport à la musique. Hein. Donc on parle d'alchimie du son, hein, de comment la musique raconte des choses. Alors l'alchimie, à une époque, c'était une science. Et cette science, elle était basée sur, une science, une croyance, une mythologie, on va dire aujourd'hui. Il y avait 3 couleurs, le noir, le blanc et le rouge. Et ces 3 couleurs racontaient des choses sur la transformation de l'homme. Alors, il y a quelqu'un qui s'appelle Joseph Campbell, je sais pas si vous connaissez Joseph Campbell, qui dit que toutes les histoires qu'on raconte, parce que c'est un point commun entre les films que je vais vous montrer, ces films sont presque dans le registre du conte. Et dans tous les contes, dans toutes les histoires mythologiques, il y a 3 étapes. La séparation, les épreuves de l'initiation et le retour. Donc le personnage, il est sur 3 niveaux, 3 étapes. Et ça, on voit ça dans les trilogies cultes. Alors, c'est Star Wars, c'est dans les Lego, par exemple. Et donc, dans les trilogies que j'ai recomposées, ça marche plus ou moins. Hein, ça ne marche pas toujours. Et donc, moi, j'ai travaillé sur 2 choses. L'œuvre noire, à savoir la question, les personnages sont confrontés à un chaos. Ils sont confrontés avec... Alors, le monstre, on va l'appeler l'ombre. Alors, sur le plan théorique, si vous voulez, je m'appuie un petit peu sur les travaux de la psychanalyse jungienne, hein, où on dit effectivement, on dit de façon très populaire, un bon film est réussi s'il y a un bon méchant. Et le film, il est réussi si on n'est pas dans l'inspecteur Harry, où il y a d'un côté le méchant punk, et puis le gentil flic, c'est un peu plus ambigu dans l'inspecteur Harry, mais
on n'est pas dans le film de vengeance, on est dans des films plus complexes. Dans les films qu'on va voir, il y a la question d'un mentor, d'un sage, et il y a la question de sauver quelque chose. Et il y a la question que ces enfants, dans ces films, ou ces personnages, qui sont des personnages maltraités, ils vont se transformer eux-mêmes, ils vont transformer, sauver des gens ou se sauver, ou voir se perdre, parce que c'est aussi possible dans le cinéma aujourd'hui. Et donc, je reviens sur des exemples de symboles, vous voyez, que j'ai montré, ça c'est dans Twin Peaks, c'est le symbole central, le Twin Peaks c'est le hibou, qui va donner la clé de la loge noire, alors que dans notre film, il y a aussi quelque chose de l'ordre d'une loge noire. J'en dis pas plus, hein, tous ceux qui ont vu Twin Peaks. Et ce qui est intéressant, c'est quand on voit la nuit du chasseur, et ben on a cette figure de Robert Mitchum qui lui donne un symbole intéressant, c'est le symbole du bien et du mal, qui est tatoué, et qui montre avec ses mains le combat du bien et du mal. Et lui, effectivement, étant un personnage très ambigu. Et face à lui, on a une dame, et cette dame, elle raconte des histoires aux enfants. Et donc, elle lutte quelque part contre ce pasteur. Et donc là, il y a des symboles très intéressants sur toute la nature et sur comment ces enfants font un périple. Vous voyez, par exemple, on a des images opposées avec la forme du triangle. On va retrouver ça chez Kubrick, des formes géométriques qui disent quelque chose. Voilà. Alors, je vais commencer par présenter quand même Kubrick. Voilà. Donc, ça sera un coup dans le film de repérer des symboles et on discutera sur leur sens possible. Et ces symboles, moi j'en ai repéré un certain nombre aussi. Alors peut-être que j'ai pas tout vu. Alors sur Stanley Kubrick, parce que je pense que tout le monde est là, voilà. Donc 5 minutes ça va, et puis après on lance le film. Alors je pense que ce soir en plus on va voir la version longue, vous avez de la chance. Alors Stanley Kubrick, en fait, le cinéma qui m'a le plus inspiré, c'est le cinéma de Jean Cocteau. Donc Jean Cocteau, Orphée, vous voyez qu'Orphée a déjà quelque chose à voir avec Shining au niveau de la thématique pour ceux qui ont vu Orphée. Kubrick a fait 13 films. Vous les avez. Donc celui qu'on voit ce soir, Shining, c'est 1980. Bon, après l'image a été coupée, il y a Ice White Shut qui arrive. Et plus ça va, plus Kubrick va développer, va prendre du temps. Dans ces 13 films, il n'y en a que 3 qui finissent bien. C'est 2001, Shining et Ice White Shut. Et ces 3 films racontent une histoire quand on les prend séparément. Alors, les films de Kubrick ont donné lieu à énormément d'exégèses. Alors sur Internet, vous avez Dark Side of the Moon. Alors ça, c'est une piste que je ne vais pas du tout suivre, en fait. Comme ça vous êtes prévenus. Je ne suis pas du tout dans la lecture théorique du complot. D'ailleurs, ce film de William Carell vous explique que Kubrick a participé à un faux film sur la Lune, mais il fait le film, il vous montre que ce film est un fake. Par contre, il y a des gens sur Internet qui vous font une lecture de Shining pour montrer que Shining a été fait parce que Kubrick était coupable d'avoir participé à un complot. Je ne suis pas du tout d'accord. En fait, je n'en sais rien. Et je m'en fous. Puisque le cadre d'analyse que je vous propose, c'est comment le film de Kubrick est un miroir, peut-être, de votre propre vie. Et quelles leçons, puisqu'on est dans la fable, on peut en tirer pour sa propre vie. Voilà, c'est ça. On est, si vous voulez, dans le truc philosophie, développement personnel. Voilà, donc après, si après la projection ça ne vous convient pas, vous pourrez totalement quitter. Après, c'est vrai que certains films, qu'on appelle des films miroirs, sont intéressants. Alors, ce film-là, Room 237, il est intéressant, mais il fait la part belle à plein de théories, et il les met toutes à peu près sur le même niveau, ce qui n'est pas du tout au nombre de l'attaque. Il y a des choses intéressantes dedans. Alors, pour aller plus loin, le lien avec David Lynch, il existe déjà, puisque un des films préférés de Kubrick, c'est Labyrinth Man, Eraserhead. Et au moment où il a fait ce film, il fait écouter à Wendy Carlos, qui fait la musique, il fait écouter la musique de Eraserhead. Et il va demander à Wendy Carlos de créer une musique similaire à la musique des films de David Lynch. Si vous voyez comment Lynch travaille sur le sound design dans ce film, vous avez l'idée que le son participe à l'histoire. Et ça, c'est fondamental chez Kubrick depuis 2001. Alors, c'est ce que je vous disais, effectivement, c'est que Kubrick va aborder tous les genres. Et effectivement, les 3 films qui m'intéressent, ça traite quand même de la question du mal. Et comment l'homme, dans un monde chaotique, génère des systèmes qui le dépassent, qui le broient, sauf dans 3 films. Donc le film que l'on va passer, Shining, c'est un film qui est fait juste après un échec, et Barry Lyndon. Donc Kubrick, il est dans une époque où on commence à faire plein de films un peu d'horreur. Il y a Halloween qui a été produit. Il y a Suspiria de Dario Argento que j'ai failli passer, que je n'ai pas mis finalement dans la liste. Et Kubrick est intéressé par l'esprit du temps. Et donc à un moment donné, il lit des scripts. Et il lit le script
d'un livre de Stephen King. Et ce script, il l'a mis. Sauf que Stephen King va détester Shining. Parce que Shining est une trahison de Stephen King, comme 2001 est une trahison du livre d'Arthur C. Clarke. Donc pour savoir ce que Kubrick veut nous dire, parce que Kubrick veut nous dire quelque chose, comparer la différence. Je vais vous dire ça, je l'ai fait, donc vous direz dans la discussion, vous direz ce que vous savez. Donc effectivement, plus tard, Stephen King sera obligé quelque part de faire une série télé pour adapter son livre qui a été, d'après lui, totalement mis hors propos. Alors, bon, on verra ça dans la discussion, j'en dis pas plus. Ce qui est intéressant, c'est que ce film, techniquement, vous avez Gareth Brown, en 1974, qui invente la Steadicam. La Steadicam, c'est la caméra portée d'une caméra fluide, légère, qui n'est pas la caméra sur rail pour les traduire, qui n'est pas la caméra portée. Ça va donner une fluidité. Donc cette fluidité, elle est intéressante, puisqu'on est un film qui va vous parler de la question de comment l'invisible ou pas. Alors voilà la question, on va se dire, est-ce que dans ce film, les fantômes, ils existent ou pas? C'est une question que je vous lance comme ça. Et vous me direz, si vous regardez bien le film, il y a une réponse possible à cette question. Mais disons que l'ambiance du film est beaucoup liée à cette technique de Steadicam. Et l'autre élément important, c'est la musique de Wendy Carlos. Wendy Carlos s'appelait Walter Carlos dans Orange Mécanique. Donc il a changé de sexe entre temps. Et il travaille sur un instrument de musique électronique qui s'appelle le Circular Control. Donc vous voyez, déjà il y a une idée qu'on va avoir dans le film du cercle, de la boucle. Et cette musique, vous allez voir l'ouverture du film sur Dies Irae. Dies Irae est une partie du Requiem, inspirée effectivement par la musique classique, la musique sacrée, et il en fait totalement autre chose. Et quand vous allez écouter la musique de Wendy Carlos, cette musique, elle va donner une atmosphère particulière au film, qui donne un élément sur ce que Kubrick veut dire du monde invisible. Vous allez avoir toute une autre musique atonale, un petit peu, alors vous avez beaucoup de cordes, de glissando, vous avez du Penderecki. Et Penderecki, il est aussi dans 2001. Voilà. Donc le voyage qu'on va faire là, pendant 2h25, c'est un voyage effectivement dans un hôtel. Et ce que je veux vous dire quand même, c'est que cet hôtel, il existe vraiment. Vous allez rigoler, il s'appelle l'hôtel Stanley. Intéressant quand même. Et Stephen King a vraiment dormi dans ces trucs bizarres. Et donc Stephen King, il écrit Shining après avoir vécu une expérience presque paranormale de cauchemar qu'il met. Voilà. Et donc ce qui est intéressant, c'est que ce film-là, l'histoire, est un miroir déjà de Stephen King qui à un moment donné est en crise d'inspiration. Et Kubrick aussi, quand il sort du film Paris London, il est aussi en crise. Donc ce film, effectivement, et il y a un bouquin qui est sorti dans la collection Rouge Profond, c'est à la fois un miroir de l'auteur qui l'a écrit, du réalisateur qui l'a fait, et c'est potentiellement un miroir qui vous est tendu à vous, spectateurs, pour vous interroger sur votre œuvre. Voilà, et si vous voulez bien, on en parle après. Voilà, bonne collection. Merci. Le site fut choisi pour son isolement et la beauté du paysage. Jacques est instituteur. Non, un ancien instituteur. Eh bien ici, ça va drôlement vous changer. 5 mois de tranquillité, c'est tout ce que je demande. Cet endroit est un si énorme labyrinthe qu'il me faudra tracer une piste de miettes de pain chaque fois que j'y entrerai. T'as vraiment envie d'aller vivre dans cet hôtel tout l'hiver? La seule chose qui peut devenir éprouvante ici au cours de l'hiver est une terrible sensation d'isolement. Une forme de claustrophobie qui se manifeste quand les gens sont enfermés ensemble. Il y a là-bas une surprise qui t'attend. Pour ceux qui restent, voilà, merci, on va pouvoir échanger ensemble, parce que c'est interactif. Je n'ai pas la prétention d'avoir la clé de lecture de Shining, mais je pense qu'on va pouvoir échanger sur un certain nombre de thèmes. Alors, je vous ai préparé un certain nombre de questions. Je vais vous donner la parole, et puis moi je vous donnerai effectivement un petit peu l'éclairage que j'ai, mais vous allez peut-être aussi me donner des idées, parce que c'est ça qui m'intéresse un petit peu, c'est des côtés interactifs. Première grosse question, c'est quoi le Shining? Je vous ai mis
l'affiche originale faite par Saul Bass. Saul Bass avait fait l'affiche de Psychose aussi. Vous voyez, c'est pas étonnant. Il y a des liens avec Psychose. Puis je vous ai mis une image d'un film de Kubrick. Peut-être pas sans lien, mais je vous en dis pas plus. Alors, sur le Shining, qu'est-ce que c'est? Est-ce que quelqu'un veut parler du Shining? Une fois qu'on a vu le film, est-ce qu'on arrive à comprendre qu'est-ce que c'est ce mot? Alors, allez, monsieur, voilà, vas-y. De ce que j'ai pu comprendre dans le film, c'est une sorte d'état très particulier qui permet à certains êtres humains d'entrer en communion avec les morts, Ouais. entre autres, mais aussi de s'échanger des messages de manière non verbale, sans parler. Ok. Et une sorte d'intuition en fait, qui permet aussi de voir le passé et l'avenir, mais par flash. Par flash. Très bien. D'autres réactions à ce sujet? Je pense que c'est à peu près ça. Il y a peut-être d'autres choses à dire là-dessus sur le Shining. Sur l'affiche, vous voyez, sur le lien entre ce personnage. Est-ce qu'on voit dans le film ce personnage-là? Hein, c'est pas vraiment Danny. Moi, il me fait penser au personnage de la fin de 2001. L'enfant étoile. Mais ça, on verra. Je vais passer 2001 dans un prochain cycle, on en reparlera, mais il y a un lien. Alors, il y a une histoire très simple sur le Shining. Ça vient de là. C'est-à-dire, ça vient d'une chanson de John Lennon. C'est Stephen King qui l'a dit. Hein. Vous savez, John Lennon, il fait partie de la pop culture. À la pop culture, dans les années 70, des gens comme David Bowie et John Lennon, ils vont mettre dans leur disque plein d'éléments de l'ésotérisme, de la théosophie et des choses comme ça. Et il y a l'idée du instant karma, hein, avec l'idée que l'orientalisme va revenir. Le karma, on va en reparler, parce qu'il y a peut-être un lien avec le film sur le karma. Vous savez ce que c'est que le karma? Ça va? Je vous dis, la loi de cause à effet. Hein. Là, si dans une vie on a des problèmes, c'est parce que dans une autre vie on n'a pas été gentil. Vous voyez, c'est des choses comme ça, on paye des choses. Voilà. Et là, Lennon, il dit à un moment donné, on peut se libérer du karma et on va tous aller vers l'illumination. Quelqu'un qui s'appelle Jodorowsky, quand il fait La Montagne Sacrée, il ne dit pas autre chose. Voilà. Donc ça va inspirer Stephen King, pour donner le titre Shining. Voilà. On va essayer de voir tous les personnages, et après on va revenir sur la philosophie. Je vais vous amener à la... si on parle du principe que c'est une espèce de conte de fées, ou un conte d'horreur, on va voir qu'il y a quand même quelque chose à en tirer. Alors, sur Danny, est-ce que Danny est schizophrène, hein, ce petit garçon? Quel est son problème? Je laisse parler. Il est très stable. Il n'est pas très stable, c'est-à-dire? Il parle avec lui-même. Tony, Ouais. c'est ton prénom aussi. Ouais. J'ai lu le livre. Vous avez lu le livre? Alors, par rapport au livre, justement, c'est différent ou pas? Ah, trop différent, c'est trop mieux. Ah, qu'est-ce qui est trop mieux, le film ou le livre? Le livre? Ah non, Alors, allez-y, madame. Toute opinion est bonne, il n'y a pas de souci. Juste aller au bout, peut-être dire aux gens la différence avec le livre. Dans le livre, je pense que les personnages sont plus complexes. Donc, je déteste Jack Nicholson. Ah oui, on va en parler après. Alors, restons sur Tony si vous voulez bien. Ok, ça, de toute façon, on va en parler. Mais Danny, je pense que, comme tous les enfants, nous parlons avec nous-mêmes. C'est ça qu'il fait. Plus le Shining, le karma, tout, ça veut dire. Ouais. Alors, par rapport au livre, si je me rappelle, dans le livre, Tony, c'est une apparition. Alors que là, ce qui est intéressant, c'est Kubrick, il fait, Tony, c'est un doigt. Alors le doigt, il est vers le haut. Pensez au personnage de Léonard de Vinci, qui montre le ciel. C'est intéressant, quand on montre le ciel, et c'est quelque chose qui parle. Donc effectivement, on peut se poser la question de cet enfant qui a un ami imaginaire. Alors les amis imaginaires, si vous voulez, il y a deux façons de dire. Est-ce que c'est une dissociation de la personnalité qui est liée à un traumatisme, ou est-ce que c'est... Alors c'est Rudolf Steiner qui en parle, parce que Rudolf Steiner, il a développé des choses sur la pédagogie Steiner, il dit c'est totalement normal que les enfants aient des amis imaginaires, puisque les enfants voient dans l'invisible. Pensez au film de Shyamalan. Hein, ça parle de ça. Ils voient les morts, ils voient dans l'invisible. Eh bien, pour certaines personnes, il y a des gens qui voient les morts. C'est tout à fait naturel. Il y a des gens qui ne voient pas, et pour qui c'est de la superstition. Donc là, on est sur un enfant qui, effectivement, là, il a une intuition, il y a quelque chose qui le traverse. Alors, est-ce que, effectivement, est-ce que c'est inquiétant ou pas? Alors, ça apparaîtrait suite à, effectivement, peut-être quelque chose qu'il a vécu avec son papa, c'est pas très clair.
La scène avec la psychologue, enfin, ou le médecin, elle a été coupée par Kubrick. C'est-à-dire que là, vous voyez la version intégrale, et Kubrick, il a enlevé cet élément de psychologie après coup. Donc ça veut dire que dès qu'on enlève un élément de psychologie, c'est exactement ce qu'on voit par exemple dans La Nuit du chasseur, il n'y a pas d'élément de psychologie sur la jeunesse de Robert Mitchum, ça veut dire qu'on se rapproche de l'archétype de quelque chose, du mythe, pour enlever la psychologie. Voilà. Alors, sur Dany, est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur l'enfant, monsieur ? En même temps, c'est un enfant unique qui apparemment n'a pas été scolarisé ou très très peu. Ouais. Donc c'est pas étonnant qu'il s'invente un compagnon de jeu, qui joue avec, etc. Ah oui, totalement. Sans aller oui. chercher des explications de personnalités multiples. Ouais, alors sauf qu'à un moment donné, au-delà de ça, il y a quand même des visions. Ça oui. Ouais. Ça c'est indépendant de Tony, c'est pas Tony qui a des visions. Alors, est-ce que c'est... Alors, bonne question. Voilà. Est-ce que c'est... Alors, le rapport entre Tony et le Shining, à un moment donné... Enfin, cet enfant, on va comprendre quand même qu'il a un pouvoir. Et que Tony, est-ce que c'est effectivement un ami imaginaire ou un esprit positif? Parce qu'on va rentrer dans le monde des esprits, là, qu'on le veuille ou non. Alors après, on va se poser la question, je vous la poserai, est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que Kubrick veut nous dire que les fantômes existent? Je vais vous la poser après, la question. Mais il y a quand même cette idée de... Cet enfant, il y a un don, il voit des choses. Voilà. Donc on va avancer un petit peu pour la suite. Alors, par exemple, vous voyez, cette idée de l'abus. Est-ce que vous croyez, effectivement, est-ce que c'est une piste intéressante? Ça a été coupé par Kubrick, mais qu'est-ce que vous en pensez de cette scène-là Pourquoi abuser? Pourquoi abuser? Bonne question. Alors... La limite violenter, enfin l'histoire du... Maltraité. Oui, maltraité, mais abuser... Alors, il y a tout un truc auquel j'adhère moyen, c'est qu'en fait, effectivement, il y a l'idée de l'ours qui apparaît. Et quand il y a des ours quelque part, il dort sur un ours. Et à un moment donné, on voit à la scène finale, il y a un ours qui fait une fellation à un monsieur. L'ours symboliserait la pédophilie dans certains trucs. Bon. Et il y a l'idée que le papa, à un moment donné, mais ça, c'est pas une piste que je suis énormément, mais ça a été développé, qu'il y aurait peut-être de l'abus sexuel, et donc il y a toute une lecture un peu freudienne du film qui est possible, sur Oedipe, tout ça. Vous savez, Freud, il est quand même dans la sexualité. Moi, c'est pas une lecture que je privilégie, mais bon, à un moment donné, il y a cette idée de la violence du père, et que l'enfant, et que la mère serait une mère. Vous avez vu, là dans cet extrait, elle couvre presque son mari. Donc ça fait penser, si vous voulez, c'est pour ça que j'ai mis avec Twin Peaks. Rappelez-vous l'histoire de Twin Peaks. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est victime d'inceste, et la mère, Sarah Palmer, court. Et derrière l'inceste que subit Laura Palmer, il y a des personnages qui sont des esprits aussi, qui possèdent le père. Donc vous voyez quand même le lien, peut-être, de filiation entre les films. Voilà, c'est ça que je voulais montrer. Mais là, donc du coup, on ne va pas faire plus long. Alors, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est effectivement cet indice-là. Vous avez compris ce qui se passe là ou pas? Alors, vas-y. C'est justement comment s'appelle son imaginaire. Tony Tony qui est en train de prévenir qu'il y a un danger imminent, et d'ailleurs plus le père se D'accord, exactement. Donc Tony, on peut avoir, alors, ce qui est intéressant, on pourrait dire que l'enfant, s'il est... Quel est le projet de l'hôtel? Le projet de l'hôtel, si toutefois il y a un projet, bon là peut-être que j'avance un peu, c'est que cet enfant, il pourrait aussi devenir un enfant fou. Il pourrait aussi tuer sa mère. Mais on voit que là, la mère, il la protège. Et c'est comme, si vous voulez, la médiumnité. C'est-à-dire que là, on est sur quelque chose, peut-être, les médiums reçoivent des messages, et ils les mettent en mots, ils ne savent pas forcément ce que ça veut dire. Et là, on sait que ça veut dire, grâce à un miroir. Quand il y a du miroir dans un film, et rappelez-vous, alors je ne vous ai pas mis l'image, et quand Jack Nicholson appelle son fils, on le voit dans un miroir. Et rappelez-vous que notre ami Kubrick, son film préféré, c'est les films de Cocteau, Orphée. Et rappelez-vous que chez Orphée, le miroir, c'est là où on communique avec l'au-delà. Donc il y a du reflet. Le monde du reflet, le monde du miroir, on a ça dans Twin Peaks avec la table verte. Donc là, on rentre dans quelque chose qui ressemble à la question du spiritisme et du monde des esprits. Alors ça peut être totalement mythologique. Voilà. Donc on va suivre cette piste-là. Effectivement, l'idée de la protection, il protège sa mère quelque part. Alors cette femme, on pourrait dire, on a des tableaux cliniques classiques. Est-ce que c'est juste une femme hystérique? Qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est ça. Par rapport à la situation. Oui, vas-y. Je trouve que c'est normal par rapport à la situation.
Oui, sa réaction est normale. Est-ce que... bon, l'actrice, elle a beaucoup souffert pour jouer. Hein. Elle jouait chez Altman et Kubrick l'a un peu martyrisée. Elle a perdu ses cheveux, ça se voit dans le making-of qui est avec le DVD. Et effectivement, elle a un jeu qui est particulier. Mais beaucoup moins, beaucoup moins avec la totalité du film, justement. Oui, avec exactement. les scènes qui ont été coupées. Ouais. Je trouve que là, dans la globalité, on la voit beaucoup plus à l'écran, Ouais. plus équilibrée avec lui, Ouais. et elle paraît beaucoup moins hystérique. Ah, il y a une scène qui a été coupée, c'est quand elle est dans le... Elle erre à la fin et qu'elle voit le type qui a la tête fendue et quand elle voit les espèces de squelettes. Parce que Kubrick a trouvé ça assez mauvais finalement. Je suis presque assez d'accord avec lui, ça apporte pas grand-chose dans les squelettes. Et c'est un peu le train fantôme, là. Voilà. Donc cette femme, effectivement, elle a un certain courage quand même. Elle a un certain courage. Alors après, je ne sais pas si vous faites attention, elle lit 2 types de livres. Alors ça, il faut vraiment faire gaffe. Elle lit l'attrape-cœur de Salinger. Hein, et elle lit des livres sur la sorcellerie. Sur la sorcellerie, il y a un livre qui s'appelle The Magic Circle, le cercle magique. Voilà. Et donc, rappelez-vous ce que dit Jack Torrance, elle aime bien les histoires qui font peur. Donc là, son parcours à elle, ça va être de voir que les histoires, et ça, on est beaucoup là-dedans. Hein. Ouais, je pense qu'elle symbolise un peu les gens qui kiffent les histoires qui font peur, sans y croire vraiment. Puis le jour où ils se rendent compte que c'est pas de la blague, là, il y a un truc qui se passe au niveau cognitif. Là. Et là, effectivement, elle fait tout un chemin voilà, pour protéger son enfant, effectivement. Il y a ça qui est intéressant quand même, hein, de cette mère qui aime son gosse, c'est évident. Oui, elle aime son mari aussi. Il y a le fait qu'elle est très dominée par son mari quand même. Bon, ah bah c'est totalement, aussi oui. l'épouse au foyer et tout. Et donc là, dans toute la scène où elle la batte et où lui il monte le long de l'escalier, et moi j'étais là à me dire, mais vas-y, flanque-lui un coup. En fait, c'est quand même extraordinaire qu'elle attende aussi longtemps avant de le frapper. Mais on est elle est complètement sous sa coupe. Totalement. Mais le film raconte un peu la libération de cette femme, si vous voulez. Et c'est vrai que par rapport à cette histoire d'escalier, ça peut rappeler, bon, il y a quelque chose qui se rejoue de l'ordre du sacrifice. Hein. Donc à un moment donné, elle va sacrifier son mari, mais c'est pas facile de frapper l'homme qu'on aime. Et donc il y a quelque chose qui se joue, hein, et qui est difficile. Quand vous avez un fou furieux comme ça en face de vous, ça aide à prendre des décisions quand même. Pas évident. Parce que vous savez qu'en fait, dans la question de l'abus des femmes battues, il y a beaucoup de femmes battues qui, quelque part, vivent ça comme une preuve d'amour. Enfin, c'est très complexe, hein, la question de la maltraitance. Bon, je ne vais pas rentrer dans la psychologie classique, mais voilà. En tout cas, cette femme se libère, ça c'est intéressant. Alors, on y va, hein, sur Jack Nicholson, rapidement. Jack Nicholson, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que j'avais mis l'ami du chasseur. Parce que Robert Mitchum, il est à 2 doigts d'en faire trop, hein, dans l'ami du chasseur. Comme là, Nicholson, il cabotine un petit peu. Mais toute la filmographie de Nicholson va être un peu là-dedans. À un moment donné, il va aller au bout du bout, il va faire un film qui s'appelle Wolf, avec Mike Nichols, qui est très mauvais. Il va souvent jouer des films où il pète les plombs, Nicholson. Et Nicholson est symptomatique de l'époque du nouvel Hollywood et de la période un petit peu olé olé où on lâche les vannes. C'est dans les petites soirées à Nicholson qu'un certain Roman Polanski va rencontrer une petite jeune fille majeure, Eva Miller, justement, c'est ça le problème. Voilà, donc effectivement, le choix de liberté, de licence, on lâche les vannes vers le côté animal, hein, effectivement. Alors, est-ce que donc ce personnage, est-ce qu'il est fou d'après vous? Est-ce qu'il est juste, est-ce qu'il est possédé? Alors quelle est sa nature réelle? Déjà un truc qui m'a frappé en le revoyant là sur grand écran, c'est que dès le début, il a quand même l'air assez bien allumé, assez perturbé. Contrairement au roman de Stephen King. Hein, c'est-à-dire que moi, quand je l'avais vu la première fois, je m'étais dit, les premières scènes, il fait un peu le malin et tout, mais ensuite, il devient vraiment fou. Là, en le revoyant, j'ai trouvé que dès le début, il avait l'air vraiment allumé. Allumé, ouais. Ça, c'est vrai qu'il y a quelque chose de ça qui se joue malheureusement. Enfin, alors, si on regarde peut-être, est-ce que j'ai d'autres images voilà. Par exemple, ça, vous voyez, c'est assez mal traduit. Hein, si je dis, tout ce travail et pas de jeu font de Jacques, alors dull en anglais ça veut dire idiot ou bête, un peu comme ça. Voilà. Ouais. Donc effectivement là on voit un élément comme quoi il a pété les plombs. C'est évident. Hein. Alors avant il y a toute une progression dans le jeu de Nicholson quand même, hein, où il joue différents registres. Hein, quand même. Il joue le père aimant, il joue le type dépressif, mais c'est vrai qu'il y a bien, on voit bien qu'il y a quelque chose de l'ordre
de la folie qui... Alors, est-ce que c'est de la folie ou est-ce qu'il est possédé par l'hôtel? Qu'est-ce que vous en pensez? On a même l'impression que dès le début, il sait en fait finalement que c'est le gardien, que ça l'a toujours été, que c'est pas du tout un ouais, comment on sait? Allez-y, il y a une phrase qui le dit. C'est lui qui le dit. C'est lui, oui, voilà, Le visage. c'est expressif quoi. À un moment donné, il dit j'ai Il est l'impression pas de surpris. déjà vu. Ouais, puis il n'est Hein? pas surpris quand il parle dans Ouais. la toilette, quand il est avec Voilà. quand il Il est y a, avec les il y a fantômes. quelque chose qui se joue sur ça, hein, c'est-à-dire C'est cette bien. idée d'idée de déjà vu, exactement. Alors, j'ai d'autres images du coup. Par exemple, alors, bon, on va y aller sur cette scène. Elle est intéressante parce qu'elle vous donne la clé du film pour comprendre. Je vous la posais la question. Est-ce que les fantômes pour Kubrick, ils existent ou pas? Non. Alors, essayez de justifier votre. Mademoiselle dit non. Alors, en fait, il y a une scène dans le film pour essayer d'argumenter en me donnant un exemple d'une scène dans le film qui montre que les fantômes, ça n'existe pas du tout. À savoir, pour que les fantômes n'existent pas, bon, par exemple, cette scène-là, est-ce qu'elle est probante pour savoir s'il existe ou pas? Ça peut très bien se passer dans cette Dans le miroir. Ça n'a pas d'effet sur le réel. Par contre, il y a une scène, allez, je vous aide, où ce personnage est impliqué. La porte. Quand La porte, qui ouvre la porte? Bon, en même temps, il ressort avec une hache, donc il a pu la trouver dans le dépôt. On la voit jamais ouverte, la porte. Oui, mais la porte, regardez, la hache, il n'a pas ouvert un coup de hache, la porte. On n'en sait rien. On Ah la non, voit pas. regardez comment elle est faite cette porte. C'est-à-dire qu'en fait, regardez bien comme elle est fermée. Hein, il y a une espèce de truc vraiment. Il ne peut pas la défoncer à coup de hache, cette porte, c'est pas possible. En tout cas, on la voit pas. Mais on le voit. Et donc, si vous voulez, si on regarde bien, il y a un dialogue avec Grady. Grady, c'est celui-là. Alors, sauf que, bon, on en reparlera de ce personnage parce qu'il symbolise quelque chose d'intéressant. Il y a bien quelque chose où Kubrick, à un moment donné, il prend parti sur la question que les fantômes existent bien par rapport à cette scène. Bon, quand vous reverrez le film, c'est évident que là, la porte, elle s'ouvre. Et c'est pas Danny qui l'ouvre, c'est pas Wendy, c'est, voilà, il y a une opération naturelle. Voilà. Et donc là, ça bascule un peu. Parce qu'on pourrait dire, jusqu'à présent, il y a des scènes qui auraient pu être dans sa tête. Est-ce que ça, on peut le voir comme une hallucination? Enfin, moi, je l'ai vu. Ah oui, cette scène-là. Ouais. Mais la scène où la porte s'ouvre, elle s'ouvre vraiment puisqu'il sort. Ouais. C'est pas une hallucination, c'est une action dans le réel. Là. Je Alors, pense que Kubrick, il ne veut pas raconter une histoire d'épouvante, je pense. Mais c'est un roman de Stephen King. Ouais. Et, dans un moment, il faut... Ah, ok, c'est un film d'horreur. Il faut l'accepter. Ouais, il faut d'accord. Alors, c'est vrai que ça serait intéressant de voir les différences avec le roman de Stephen King, c'est-à-dire que Kubrick va beaucoup travailler quelque chose qui est la question du parcours, hein, de tout ce qui est horizontal. Stephen King travaille beaucoup la question de la chaudière qui est le sous-sol, qui symbolise l'inconscient, et la chaudière chez Stephen King, elle explose, et c'est ce qui fait finalement le dénouement. Hein. Lui, il survit chez Stephen King. Alors que là, vous avez vu ce qui lui arrive. Alors à quoi il sert ce personnage finalement? Quel est son rôle là? L'espoir, ouais. Il est sauvé aussi, parce qu'il ramène Et oui, c'est ça. Il donne le moyen de leur... Voilà. Et alors, dans un film, si vous voulez, il a à peu près le même rôle que dans Twin Peaks, Madame à la bûche, et dans La nuit du chasseur, que Madame Cooper. Pour ceux qui étaient là à l'autre séance, en fait, dans le parcours du héros Joseph Campbell, un personnage comme ça, c'est comme Obi-Wan Kenobi, ça s'appelle un mentor, voilà. Sauf que le mentor, là, et c'est vrai que le mentor, à un moment donné, il doit s'effacer, il doit mourir, pour laisser la place à l'élève. C'est bien ce qui se passe, sauf que dans le bouquin, alors c'est un peu rapide. Bon, après, effectivement, c'est une scène qui fait sursauter les gens, ça, hein, quand il se prend le coup de hache. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils disent de plus sur le Shining qu'on n'a peut-être pas dit? Parce qu'il explique quand même le Shining. Qu'est-ce qu'il dit là-dessus? C'est aussi un moyen de communication. C'est aussi un moyen de communication. Alors, c'est la télépathie, hein, c'est sans la parole. Donc, on est dans quelque chose qui est... Il y a ceux qui ont le Shining et ceux qui l'ont pas. Et il laisse entendre que c'est héréditaire. Ou ça peut être héréditaire. Et ça peut, la grand-mère, ouais. Et donc, on peut se poser la question, est-ce que Jacques et Wendy, ils ont le Shining aussi? À la fin, elle a les mêmes hallucinations. Elle voit quand même quelque chose. Hein. Et lui aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une famille où... Alors, est-ce que c'est l'hôtel, ou les puissants de l'hôtel qui, à un moment donné, provoquent ça? Donc, c'est très, très... Voilà, c'est assez ambigu. Ceci étant, s'ils avaient vraiment le Shining, ils entendraient leur fils comme où ils parleraient avec leur Oui, fils comme lui il parle exactement. avec Donc, c'est pas tout à fait ça. Ouais, tout à fait. Donc, ça reste... Oui, c'est très ambigu. Alors, monsieur... Ceci dit, on peut penser que
les visions de Danny sont beaucoup plus fortes et beaucoup plus nombreuses que celles, et surtout elles arrivent beaucoup plus vite que celles de ses parents. Parce que comme c'est un enfant, il ne va pas avoir le réflexe de se dire mais non, c'est pas la réalité, je le signe. Voilà, que ce que les parents refoulent, peut-être lui, comme c'est un enfant, il le prend comme ça arrive. C'est-à-dire que l'enfant, il a quelque chose que l'adulte a perdu, c'est une part d'innocence, et cet enfant, il a quelque chose de spécial. Donc cet enfant, c'est un non-jeu aussi. C'est un non-jeu, comme Laura Palmer est un non-jeu pour les personnages de la loge dans Twin Peaks. C'est des êtres spéciaux qui représentent quelque chose. Voilà. Alors, on va faire un sort à l'hôtel, puisque l'hôtel est quand même personnifié, je pense que Stephen King avait plus ou moins dit comme ça, comme une personne. Alors, overlook, qu'est-ce que ça veut dire, overlook? Regarder d'en haut ou au-delà, au-delà de quelque chose, d'avoir un regard. Donc le Shining, c'est aussi la vision. Et quand on regarde ce film, alors il y a des gens qui ont Shining parce qu'ils croient voir des trucs énormes dans ce film. Vous voyez ce que je veux dire? Ce film est un objet de voyance pour beaucoup de gens. Alors moi je vais essayer d'avoir une vision qui ne va pas être complotiste, mais on essaie de la tisser. Cet hôtel a vraiment existé. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Et cet hôtel est un hôtel où il s'est passé des choses paranormales. Alors est-ce que c'est totalement maléfique? Vous voyez, l'hôtel, voilà, ça s'appelle, c'est l'hôtel de Stanley. Voilà. L'image n'est pas très bonne, mais il existe vraiment. Stephen King a vraiment couché, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, et ça a déclenché un peu l'idée du livre, Shining. Alors, regardons ces jeunes filles qui font partie de l'hôtel. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut en dire? Juste pour revenir 2 secondes sur l'hôtel, il y a une des visions du gamin qui est vraiment liée à l'hôtel et que voit d'ailleurs sa mère à la fin, c'est le sang qui sort de l'ascenseur. Exactement. Alors, ça, c'est pas des flashs de ce qui s'est passé de l'assassinat précédent. On va en parler, parlons-en maintenant, parce que voilà, je suis votre intuition, c'est intéressant, mais effectivement, pourquoi ce sang? C'était la bande-annonce du film. Kubrick a réussi à faire croire aux gens que c'était de l'eau croupie. Et donc il s'est passé comme une lettre à la poste, alors qu'il y a une règle qui dit qu'il ne faut pas de sang dans les films. C'est intelligent. C'est intelligent. C'est une forme de manipulation, parce que Kubrick est un peu manipulateur. Donc, alors, et regardez bien, finalement, quand on regarde ça, on a quand même une forme de personnification, quelque part. C'est-à-dire, regardez, là, on dirait des yeux. On dirait des yeux, et il y a quelque chose qui s'ouvre, comme une bouche qui s'ouvre, et là, il y a quelque chose qui se déverse. Alors, ce sang, il symbolise quelque chose. Et c'est sans doute assez vrai. Qu'est-ce que ça peut être, ce sang? Il appartient à qui? La maison. Voilà. Aux Indiens. Tu sais quel est les Indiens? Que vous voulez développer? Parlez un peu plus fort, juste. Ça a été construit sur un territoire indien. Exactement. Vers le côté, c'est le symbole de l'invasion américaine. Ouais. C'est sans doute assez vrai, ça. Alors, c'était dans le bouquin de Stephen King ou pas, ça, Mademoiselle? Le cimetière indien. Je pense que oui. Pas bon, voilà. Il y a l'idée des morts. Et ces morts, en fait, c'est la question du passé. Donc, si on regarde bien, eh bien, effectivement, et quand on se prend, regardez ce qu'on voit là. Allez, je vais remettre un petit peu d'équerre. Là, on voit des Indiens en boîte. Derrière. Et lui, effectivement, c'est un peu la figure du sage indien, quelque part. Du vieux sage. Bon, il n'est pas forcément indien, il est noir. Ça peut aussi dire que l'Amérique n'a pas été tendre avec les Noirs. C'est-à-dire que lui, il apparaît un peu comme, dans certaines comédies américaines, comme le nègre de service. Il est appelé comme ça. Il a, en plus, effectivement, Grady l'appelle le nègre. Donc il y a cette idée quand même. Si en 80, il doit être assez violent quand même. Probablement pas en 21, mais en 80. Oui, tout à fait. Donc ça veut dire que l'Amérique, qui est un pays démocratique, on connaît, c'est quand même construit sur le génocide des Indiens, l'apartheid des Noirs, c'est quand même pas joli. Donc en fait, c'est tout ce retour de refoulé qui arrive. Alors quand on prend après le salon, vous avez regardé, vous avez un chef indien qui est là, vous avez des décorations indiennes, donc en fait tout ça a été instrumentalisé. Et il dit même, quand il fait... Alors ça a été coupé cette scène dans la version... il explique même que pendant la construction, il y a les Indiens qui attaquaient et les mecs qui continuaient. C'est-à-dire qu'ils sont sur un territoire sacré. Un territoire sacré, c'est-à-dire que les morts, quand ils sont enterrés, ils ont des rituels. Les Indiens croient en l'au-delà, croient à l'invisible et à la présence des esprits. Et donc forcément, on va perturber le transit de ces morts dans l'au-delà. Donc on va créer les fantômes. Voilà. C'est une raison possible de tout ça. Alors je reviens un peu en arrière sur les jumelles. Parce que derrière les jumelles aussi, je vais attirer votre attention sur deux choses qui ont été beaucoup glosées. Là, vous avez un cow-boy, à la limite, ok. Alors le cow-boy, il est sur le cheval. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Maîtriser sa monture, ça veut dire maîtriser ses instincts. La question des instincts. Et de l'autre côté, regardez, on a un truc qui s'appelle monarque. Et on a un personnage sombre.
Alors, il y a tout un tas de glosses autour du terme monarque sur Internet. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Est-ce que c'est un taureau? Minotaure. Minotaure. Hein, il y a le monstre du placard. Alors, monarque, c'est un papillon. Hein. Le papillon monarque, c'est l'idée de... Alors, il y a des références, mais ça, je ne rentre pas trop là-dedans, mais je vous le dis quand même. Mais on va voir ça dans Ice White Shot. C'est-à-dire, Ice White Shot, c'est le film miroir. Là, c'est une famille qui se décompose, et Ice White Shot, c'est une famille qui se recompose. Et derrière Ice White Shot, il y a quand même l'idée de la manipulation mentale. Et Monarque, si vous faites des recherches sur Internet, bah, c'est un programme de la CIA. Alors, est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas totalement. Une part de paranoïa sur la dissociation et la fragmentation. Je donne un exemple. Les fameux assassins là, des présidents. Vous avez un film qui s'appelle Le Manchurian Candidate avec Frank Sinatra. Hein. Un type, on le conditionne, on le fait un lavage de cerveau, on dissocie sa personnalité. Personnalité 1, personnalité 2. Ça a été pas mal développé par Jung aussi, ça, hein, sur la question de la schizophrénie. Et bien en fait, à un moment donné, par un mot-clé, on active la personnalité 2. La personnalité 2, on lui a appris à tirer, elle tue quelqu'un, elle a oublié. Ça, le cinéma, complot avec Mel Gibson, voilà. Donc c'est tout un imaginaire autour de la manipulation. J'en dis pas plus. Est-ce que les jumelles symbolisent le programme Il peut y Monarque? avoir une référence à Argento aussi, parce que c'est le papillon qui met en exergue dans le film avec Jennifer Connelly. Ah, tout à fait. Très bien vu, ouais. Ouais, parce qu'Argento, c'est 77. On est 80, je pense que Kubrick a vu. Et alors, Argento, c'est intéressant, il y a un lien total entre l'univers de David Lynch et de Mark Frost, qui est basé sur les connaissances sur la société théosophique, et Argento, notamment dans Suspiria, où il y a la question des mères, et des trois mères, et de la théosophie. Donc ça, c'est des choses que Pacom Thielman a pas mal développées dans son exégèse sur Twin Peaks, et c'est assez valide, parce que Mark Frost met en avant... Alors, c'est quoi la théosophie? C'est des gens qui pensent qu'il existe des loges avec des esprits, et que ces loges avec les esprits manipulent les humains. Il faut faire attention. Voilà. Là, c'est pas à Suspiria que je fais allusion, c'est au film avec Jennifer Connelly. Avec qui s'appelle Phénoména. Ouais, Phénoména, elle communique avec les insectes. Mais voilà, les monarques ont un rôle très important. C'est pas lié, c'est lié effectivement sur cette histoire de communication, monsieur. Oui. Sauf que oui, ce phénoménal, je vois très bien, parce que ce film est sorti après Shining, c'est 1985. Oui. Tout à fait. Mais après, on peut... Oui, mais on peut imaginer que les cinéastes qui se connaissent, et on est sur les autres. Et par contre, Suspiria est sorti avant. Oui, 77. Et donc il y a peut-être un lien avec la chambre 237 à un moment donné, à la fin de Suspiria. Quand la fille elle arrive dans la chambre, elle voit quelque chose qui ressemble à ce qu'il y a dans la chambre. Oui, c'est Argento qui aurait repris le monarque à Kubrick. Alors voilà, bon, on sait pas. En tout cas, il y a des similitudes autour de la question de l'occultisme. C'est des films qui vous parlent de ce qui est occulte. Et ça, c'est intéressant de le voir. Alors, donc, les jeunes filles, elles sont deux. Hein, c'est d'après, il s'est inspiré d'une photo de Diane Arbus. Diane Arbus est une photographe qui fait des photos sur la misère et qui montre deux petites filles qui sont ensemble et qui sont mortes, effectivement, pendant la Grande Dépression. Donc ça renvoie aussi à l'imaginaire de la crise économique avec ces enfants qui meurent en bas âge. Et il y a quelque chose de ça. Et ces robes, elles sont des années 20. Ouais. Ces vêtements ces robes de fête. Tout à fait. Et dans l'interview, le Ullman, il dit que Grady a tué sa famille en 1970. Ah ouais, il y a un problème là. Alors, bon, on va creuser ce problème-là, il est intéressant. Hein, mais je ne vais pas vous répondre à ça maintenant. Il y a deux époques, lui aussi, comme Nicholson. Il y a un problème de temps dans le film, d'accord? Donc on va éclairer ce problème de temps, vous inquiétez pas, ça fait partie du labyrinthe. Alors voilà, ça on a vu. Bon, la question des Indiens, effectivement. Les Indiens, justement, se méfiaient par rapport à ces esprits. Ils avaient créé ce qu'on appelle des dream catchers pour que tous ces esprits, parce que bon, dans la mythologie indienne et même dans tous les gens qui parlent d'esprits, en Inde ou en bouddhisme, il y a des esprits, et c'est ce que montre la Bible dans Twin Peaks, c'est des vampires psychiques qui se nourrissent de la peur des gens. Et effectivement, une des leçons de Twin Peaks et de Laura Palmer, c'est qu'il fallait qu'elle sorte de la peur de la mort. Parce que justement, grâce à cette peur de la mort, on pouvait la contrôler. Ça, c'est important sur l'action de la peur. Voilà. Alors, je passe ça, j'en ai parlé. Alors, sur notre... regardez le sol. Bon, je passe sur les gens qui disent que là, il y a une référence à Apollo, parce qu'il a l'histoire d'Apollo. Hein, je passe là-dessus. Et par contre, si on regarde, qu'est-ce que ça vous évoque, le tapis, hein? Les années 70. Ouais. Les années 70, c'est un peu qui, mais ça peut évoquer, regardez en Pixar. Hein, et ça peut évoquer, beaucoup de gens ont parlé de Kubrick comme un film cerveau, c'est-à-dire effectivement on aurait presque des neurones, quelque chose qui renverrait au cerveau. Et effectivement, les films de Kubrick qui est quelqu'un qui est très mental, qui veut un contrôle absolu et qui réfléchit énormément, et donc on serait dans le cerveau, et si on dit qu'effectivement une partie des choses est hallucinée, on rentre dans le cerveau de Jack Nicholson par moment, on verrait par ses yeux. Hein, il y a certaines images qui sont vues à travers le cerveau de quelqu'un dans le film. Après, est-ce que ces images sont objectives ou pas? C'est vrai qu'on peut, en voyant le film,
L'image objective que je vous ai donnée, c'est quand même l'idée de la porte qui s'ouvre. Ça c'est pas imaginé, c'est réel. Le reste, il peut y avoir une ambiguïté, on est bien d'accord. Alors, il y a toute une référence aussi par rapport à l'hôtel là-dessus, regardez. La Deuxième Guerre mondiale, la Shoah. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez vu des références à la Shoah dans le film? Ah non, pas énormément, hein. Si la machine à... Alors, allez-y. Mais ça, c'est par rapport à Route 237, le documentaire. Oui, parce que vous avez... explique qu'il y a l'aigle... Oui, l'aigle sur la machine. Sur la machine et qui est du nazisme. Voilà, le t-shirt de Jack Nicholson avec l'aigle aussi. Une surimpression à la fin, on a l'impression avec on voit la tête d'Hitler. Bon, ça, c'est un peu limite. Par contre, il y a quand même quelque chose qui est vrai. Regardez, il regarde un film. L'été 42. C'est l'été 42. Mulligan. Vous savez que Mulligan, il a fait un autre film qui s'appelle L'Autre, sur l'histoire d'un enfant schizophrène et assassin. C'est intéressant. L'été 42, c'est effectivement une histoire d'amour entre un jeune garçon et une dame plus âgée. Hein. Et c'est l'histoire de la guerre qui arrive. Et 42, c'est la conférence de Wannsee, et c'est là où on décide la solution finale. Bon, alors, ok. Ce qui est intéressant quand même, alors, il y en a qui disent que, alors, après, c'est un peu capillotracté, hein, la chambre de 137, si on fait 2 x 3 x 7, on 2 x 3, 6, 7, 42. Bon, peut-être là, on va un peu loin. Par contre, si on retombe un peu sur Kubrick a failli faire un film qui s'appelle Ariane Papers. Donc ça, c'est intéressant. Donc, effectivement, la question de la Shoah l'intéressait. Puisque Kubrick, il s'intéresse à la question du mal. Il se pose la question, est-ce que le mal absolu existe? Ça, il se pose vraiment, parce que tous ces films parlent de ça. Alors, la chambre 237, qu'est-ce qui se passe dans cette chambre? Parce que dans le roman, c'est la chambre 217. Alors, pourquoi il y a eu un changement, d'après vous? Qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce qu'il y a un sens? Alors, il y a une clé. Alors, pour les cinéphiles, le chiffre 237 est utilisé dans un film de Kubrick avant. C'est un code 237. Ça, c'est vrai. Et ouais. C'est pas dans 2001? Non. Alors, je vous dis, c'est pas facile à trouver, c'est dans le film suivant. C'est dans celui-là. C'est le code qui permet de déclencher la guerre nucléaire. C'est 237. Donc c'est pas inintéressant. Alors pourquoi il a choisi? En fait, il y a une raison toute simple. Il en parle avec Michel Simon dans ses entretiens. L'hôtelier était très embêté quand même, parce que la chambre 217, si l'hôtel il existe vraiment, personne n'aurait voulu aller dans la chambre 217 après. Donc il va changez-moi le numéro. Il n'y a pas de chambre 237. C'est pour ça. Mais sauf qu'il met 237. Alors, est-ce qu'il y a une référence implicite? En tout cas, c'est intéressant de se dire que, rappelez-vous aussi que Dr. Strangelove, c'est un ancien nazi. Oui, donc sur la thématique du nazisme et comment le mal continue à opérer, il y a quand même quelque chose. Hein. Et le mal, il jouit de quoi? Il jouit du chaos. Hein. Et le chaos ultime, c'est le fait que l'homme, au XXe siècle, a créé la condition de sa propre disparition. C'est vrai. Alors, vous voyez cette espèce de symbolique aussi dans la chambre 237. On est dans le vert. Alors bon, il y a des gens qui disent, bon voilà, l'idée de la sexualité, on est dans l'univers de Nicholson. Nicholson, au début, à un moment donné, il lit Playgirl, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, face à ses employeurs, il y a le magazine. Donc peut-être ce type, il a un trouble, il parle de Pan Casper, hein, il parle de sa femme à un moment donné, donc c'est pas... Il a peut-être un petit problème avec le sexe, on va dire. Voilà. Et donc là, forcément, le personnage, il rentre dans une chambre où il va être tenté, hein, sur le... C'est un peu l'histoire de... Voilà, avec ce personnage. Alors, c'est qui cette femme, finalement? Hein? La femme de Grady, ça pourrait. Mais en fait, est-ce que vous avez remarqué qu'il y en a deux femmes après? Elles se dédoublent. Il y en a deux, il y en a une, et il y en a une autre qui se lève de la baignoire. Donc c'est l'idée de la dualité. Hein? La dualité. Donc cette femme, si vous avez vu Suspiria, c'est évident qu'elle est sur un archétype de quoi, cette femme, finalement? Qui a l'air belle, et en fait, c'est une sorcière. On est sur des archétypes de la sorcellerie. Hein, et de la possession démoniaque, où l'idée, à un moment donné, cette personne, elle veut lui manger l'âme, ou elle veut, effectivement, elle s'attaque à l'enfant. Donc si elle s'attaque à l'enfant, c'est que cet enfant, il y a quelque chose de particulier, et lui aussi. Donc c'est cette idée de la beauté du diable, de la séduction, hein, qui revient. Voilà. Excusez-moi oui. que j'essaye de moi comprendre, parce oui. que ce sont des hallucinations. Enfin, moi, c'est pas des hallucinations. Ah ben, à vous de voir. Après, c'est l'interprétation, quoi. Ouais, bah, oui. Je pense que chacun se fait son interprétation. Ce qui est sûr, c'est qu'après cet épisode, qui devrait quand même le perturber, il est relativement tranquille. Et il dit rien. C'est la seule scène où il est tranquille. Il est même presque sorti. Dans le film,
Parce que peut-être qu'il a un peu honte de dire qu'il a quand même roulé un patin à un fantôme. Enfin, justement, enfin, c'est un peu honteux devant sa femme. Enfin, vous voyez, là, effectivement, madame, je vous laisse le truc, c'est que vous pouvez vous faire votre film en disant, ouais, on est sur un type qui est psychotique, il a des hallucinations, il faut l'enfermer. Il faudrait l'enfermer. Bon, en tout cas, il se retrouve enfermé, en tout cas, il est quand même libéré par des choses de surnaturel. Bon. Donc après, effectivement, par contre, ce qui est intéressant, c'est que, regardez, il voit la vérité à travers le miroir. Et quand dans un film, on a du miroir, on a de l'au-delà. L'histoire de Twin Peaks, David Lynch a construit son film sur un miroir. Le début de Twin Peaks, c'est une femme qui se regarde dans un miroir. La fin de Twin Peaks, je parle de la série, c'est Dale Cooper qui se regarde dans un miroir. Et le miroir est la porte d'entrée vers l'au-delà et l'effort de l'au-delà. Chez Cocteau aussi. Donc ça, c'est une constante dans le cinéma, la fonction du miroir qui permet de voir au-delà du visible. Voilà. Après, on prend ou on ne prend pas, mais c'est vrai qu'on peut aussi faire une autre lecture du film plus psychanalytique. Alors, voilà, ces personnages-là, ça a été coupé au montage, mais c'est intéressant sur... Ah non, ça n'a pas été coupé. Non, ça n'a pas été coupé dans la version avant. C'est très court. Elle y est dans la version courte. Bon. Alors, qu'est-ce que ça vient faire là, ça? Ça renvoie à quoi? Ça fait penser à The White Shot. Si Ah bah oui, bien vu. Bah oui. C'est-à-dire les frasques sexuelles de notre petite séance d'érotisme. Sauf que dans les White Shot, c'est pas de l'érotisme. Enfin, je ne sais pas si je passerai à les White Shot, mais en deux mots, les petites partouzes, là, ces femmes, elles sont conditionnées, c'est des esclaves sexuels. C'est pas du tout du libertinage, parce qu'il y a des libertins à Paris qui sont amusés à faire des soirées sur White Shot, waouh, ils n'ont rien compris au film. Rien compris. Ça, c'est l'esclavage. C'est chaud quand même. Et parce qu'en plus, c'est que des puissants. Donc exactement. Donc, la question de la puissance. Avec l'ours qui renvoie aussi à l'idée. Alors, le Teddy Bear, c'était lié à Theodore Roosevelt. Les présidents qui ont été dans ce truc. Toute la jet set, les stars. Bon ben voilà, on est dans l'univers de Ice White Shot qui sera exploré. Ça étant filmé avec, regardez, dans Ice White Shot, les mots à l'envers. Dès qu'on est dans l'envers, on est dans quelque chose d'ambivalent. Il y a un pape qui fait une messe et il y a une litanie avec les mots dits à l'envers sur ces scènes-là. Voilà, c'est Jocelyn Pock qui fait la musique. Donc la musique donne des éléments, comme Penderecki. Alors voilà, un élément aussi, madame, sur la question de l'ambiance. Penderecki, il y a quand même des voix off, il y a quand même des bruits, il y a quand même des incantations dans Shining qu'on va retrouver dans les White Shot sur ces scènes de partout. C'est pas du tout du sexe récréatif. Et ce qui fait penser aussi au Ice White Shot, c'est qu'au tout début, quand il fait visiter l'hôtel, il dit qu'il y a des grandes personnes qui sont venues fréquenter l'hôtel, probablement des politiciens, des stars. Ouais. Et Kubrick, si vous voulez, sur la fin de sa vie, on sent qu'il a voulu protéger sa famille et il s'est beaucoup méfié de la question des gens de pouvoir. Il est presque devenu paranoïaque, Kubrick, après, je ne sais pas exactement pourquoi, mais il y a quelque chose d'une protection de sa famille. Alors lui, ce personnage, étonnant cet acteur, qui est-il? Alors, ça veut dire que là, on va rentrer dans la mythologie, là, et dans les symboles. Quand est-ce qu'il apparaît? C'est le tentateur. Et oui, parce que l'autre, il dit « je voudrais mon âme pour... » Donc ça fait référence à un grand mythe de la civilisation occidentale. Satan ou Faust. À Faust de Goethe, oui. Mephistophéles. Mon âme pour un verre d'alcool, mon royaume pour un cheval, enfin tout ça. Alors maintenant, Grady. Alors c'est quoi son prénom à lui? Delbert. Ouais. Sauf qu'au début, on vous parle duquel? Il vous parle de Charles Grey. Ouais. Et il y a quelqu'un qui, très justement, a dit ces petites filles qu'on voit, c'est les années 20. Charles Grady, il a tué ses filles dans les années 70. Et là, dans le film, on est dans les années 80. Donc les Charles Grady sont plusieurs. S'ils sont plusieurs, ils sont légions. Et légion, c'est quoi? De Marc, il lui demanda quel est ton nom, et il répondit mon nom est Légion, et nous sommes beaucoup. Je vous rappelle que Stanley Kubrick on a demandé à Kubrick de faire la suite de l'Exorciste. Et la suite de l'Exorciste, l'Exorciste 3 s'appelle Légion. Et John Boorman va faire la suite de l'Exorciste, Kubrick a refusé, et il va faire Shining. Et donc, il ne va pas mettre des références explicites au satanisme du diable, mais il y a cette idée que, et à un moment donné, Grady, quand il parle à Torrance, il va employer le nous. Et quand notre ami Lloyd va parler de en haut lieu. Donc il y a bien cette idée d'une organisation, d'une hiérarchie. Alors moi je fais un parallèle, c'est pour ça que j'ai mis au début de Twin Peaks, je fais un parallèle évident avec Bob, et puis les entités de la loge noire de Twin Peaks. C'est évident qu'il y a un lien. Voilà.
Je dis pas ça pour vous faire peur, hein, c'est pas forcément... Alors, on y va sur le labyrinthe, symbole clé du film. Alors, pourquoi peut-on dire ça d'après vous? Allez-y. Bah, forcément, à la fin, quand il y a Jack Nicholson, qui est la figure monstrueuse du film, en tout cas ce qu'il est devenu à ce moment-là, qui poursuit le gosse dans un labyrinthe, ça fait clairement, on ne peut pas ne pas penser au mythe du Minotaure, qui est enfin, voilà, j'ai pas besoin de le rappeler, je pense. Oui, tout le monde connaît, mais alors, effectivement, ce qui serait intéressant, sauf que le Minotaure était plus à l'aise dans son labyrinthe que... Oui, voilà, tout à fait. Alors, le Minotaure, qu'est-ce que c'est? C'est un enfant. Effectivement, c'est le roi Minos en Crète. Sa femme le trompe avec un personnage, et il a un enfant un peu hybride, un mi-homme, mi-taureau. Donc il le met dans il l'exile. Dédale crée ça, et à un moment donné, il crée un rite initiatique où à un moment donné, il faut tuer le Minotaure pour se délivrer effectivement Ariadne. Il y a l'idée du fil d'Ariadne. Donc il y a l'idée de la quête amoureuse, de la quête initiatique. Le labyrinthe, pour ceux qui veulent en savoir plus, parce que là, justement, il y a quelqu'un qui s'appelle Saint-Hilaire, qui a écrit sur les mystères des labyrinthes. Et il fait des références au XVIIe siècle, où on utilise le labyrinthe, même avant, dans les églises. Il y a deux types de labyrinthes. Il y a le labyrinthe initiatique, où on cherche Dieu, et le dédale, où on se débarrasse de l'ombre, où on se confronte au mal. Donc là, c'est cette idée de la forme, qui est une forme effectivement rectangulaire, avec l'idée qu'on peut se perdre là-dedans. Et ce qui est intéressant, c'est que le labyrinthe, il est déjà... Alors là, c'est Kubrick qui va rajouter ça. Il est déjà, la façon dont il filme l'hôtel avec le gosse, c'est déjà un labyrinthe. On rentre dans le labyrinthe. Alors, une des clés que Saint-Hilaire montre dans son livre sur les labyrinthes, c'est que le labyrinthe, c'est une métaphore de la vie, à partir du moment où l'être humain est totalement absorbé par la matière. À partir du moment où l'être humain, il est dans le carpe diem absolu, il va tourner en boucle dans des situations. Alors effectivement, il y a un côté presque un peu moralisateur, c'est-à-dire que, par exemple, dans les églises, le labyrinthe, il fallait faire pénitence à un moment donné. Pénitence, il y avait repentance. Et la repentance de Jack, c'est l'addiction de l'alcool. Ça, c'est très présent chez Stephen King. Stephen King a un problème avec l'alcoolisme, et il l'exorcise dans le livre, effectivement. Donc il y a cette idée de peut-être de... Voilà, alors après, techniquement, voilà, ça c'est notre fameux labyrinthe, où on trouve le Minotaure au milieu, c'est pas tout à fait le schéma qui est proposé. Et ce qui est intéressant, rappelez-vous cette scène, elle sert à révéler quoi? Qu'est-ce qui se passe après? Elle les voit, donc on voit qu'il a le Shining, il a la vision. Donc en fait, on est dans une famille où le Shining, c'est très ambivalent. Ça peut servir au bien comme au mal. C'est comme une énergie, et lui, son pouvoir va être tiré vers peut-être l'obscur, alors que le fils, peut-être pas. On va voir comment ça se résout, justement. Oui. Et aussi, je pensais hôtel Overlook, vu d'en haut. Oui, c'est totalement ça. C'est-à-dire, lui, c'est là où il commence. Alors, si on parle d'un esprit des lieux. Et alors, on explique ça. Rappelez-vous, quand on fait brûler un croque-monsieur, il y a une odeur dans l'air qui n'est pas bonne. Alors, il y a des gens qui vont appeler ça ce qu'on appelle des égrégores. Des égrégores. Alors, je donne une référence qui est assez pas très contestable, c'est Rudolf Steiner et toutes les conférences qu'il a fait. C'est l'idée qu'il y a effectivement des traces du passé. Et ces égrégores, ces formes pensées, c'est la souffrance des gens, elle reste dans les... Il y a toute une science très très rationnelle sur les maisons hantées. C'est vraiment, il y a des gens qui utilisent ça de façon très très... C'est pas uniquement le choc de l'esprit peut-être. Voilà. Donc là en tout cas, on est un petit peu là-dessus. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Kubrick, sa première société de production s'appelle Minotaur, dans le baiser du tueur. C'est rigolo. Donc Kubrick, il est fasciné, effectivement, par la question de l'ombre. Alors, vous savez, Kubrick, il a une co-scénariste, dont j'ai oublié le nom, mais il l'a choisi parce que cette femme a fait des études. Elle a étudié Jung, elle a écrit un livre sur le roman gothique. Et le roman gothique, c'est le roman qui renvoie à la question du vampire, de tous ces personnages-là, qui figurent la question de l'ombre. Et ça, Jung, dans sa psychanalyse, va expliquer que la première chose de l'homme, parce que l'homme veut des fois être très vite parfait, l'homme il va voir en lui-même l'ombre. Et effectivement, les personnages, le petit Danny, à travers son papa, il voit l'ombre, il se confronte avec l'ombre. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas forcément tuer le Minotaure. Et Danny ne tue pas son père. C'est peut-être une des clés, alors ça on y arrive doucement. Alors, voilà, on arrive bientôt à la fin, parce que j'essaie de ne pas vous garder trop longtemps, parce que le temps passe vite.
Vous avez encore 10 minutes, ça va? Donc on conclut. On va conclure sur les 3 films en même temps. Je sais pas si... Alors, je vous laisse parler sur cette image. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on met cette image à la fin? C'est la preuve qu'il a toujours été là et que... C'est la généalogie. Ouais. Ça nous donne une clé pour l'interprétation, mine de rien, quoi. Ouais. Alors, on n'a pas tant de liberté que ça d'interprétation, et finalement, c'est quand même... Ah, ce film nous prie... Alors, c'est quelle date? 21. 1921. C'est le 4 juillet. Ah, c'est intéressant, la question de l'indépendance. Donc l'indépendance, et là, on a l'impression qu'il est en prison. Donc on est sur quelque chose qui est une espèce de paradoxe, là. Alors, c'est une photo qui a vraiment existé. C'est une fête qui a vraiment eu lieu dans l'hôtel. On a rajouté avec un montage la tête de Jack Nicholson. 4 juillet 21. Alors, qu'est-ce que c'est intéressant peut-être aller plus loin. Vous voyez, il y a 3 dates, 1921, 1970, 1980. Vous avez vu, je vous ai parlé d'un labyrinthe physique, mais le film est un labyrinthe temporel. Est-ce que vous vous rappelez des indications qui séquencent le film? Oui, d'abord les jours de la semaine, d'abord un les mois, jours, le mois, et les jours est-ce qu'ils se suivent? Non, même pas. Et à un moment donné, il y a quelques heures. Donc on a l'impression que le temps s'accélère. Et qu'on passe, il n'y a pas vraiment de logique. Comme il y a des gens qui se sont amusés à vous montrer qu'il n'y a pas de logique dans les lieux. Bon, ça, je ne peux pas trop vous faire la démonstration, mais il y a un architecte qui s'est amusé à dire, mais là, par rapport là où passe le gamin, c'est pas logique, il y a des trucs qui manquent. Et effectivement, on passe à un autre degré de réalité qui est plus du tout rationnel. Il y a la fenêtre aussi, quand il fait l'entretien. Oui. Ça n'a aucun sens qu'il est au rez-de-chaussée. Exactement. Et la fenêtre derrière le mec qui fait l'entretien, il y a la cible des arbres. Donc il y a des gens qui se disent, voilà, donc il y a des gens qui se disent, monsieur Kubrick, il a fait n'importe quoi, c'est incohérent. Non, Kubrick, il veut nous montrer que dans le monde où nous sommes, il y a différents niveaux de réalité, en fait. C'est là où c'est complexe. Il y a différents temps. Et ces différents temps, comment on peut les expliquer? Ça veut dire, en fait, le personnage de Jack Nicholson, qu'est-ce qui a pu lui arriver? C'est quoi le sentiment de déjà-vu quand on a, enfin, une hypothèse? Des vies antérieures. Ah oui, la question des vies antérieures, on y croit ou on n'y croit pas, mais on pourrait imaginer qu'il y a la question de répéter. Alors, on peut répéter. Alors, il y a plusieurs façons de voir. Il y a, dans une famille, bon, ça c'est la psychogénéalogie qui montre ça, on répète les mêmes erreurs de père en fils. Quand est-ce qu'on peut en sortir? C'est un peu ce qui se passe dans les 2 films que j'ai montrés avant. Cette idée de la répétition et de la malédiction familiale. Mais il y a aussi l'idée qu'un être humain, en se réincarnant, il a les mêmes épreuves à vivre, et des fois, s'il continue à se tromper, il se réincarne encore. C'est ce que les bouddhistes appellent le samsara. On est prisonnier du samsara. Et du coup, là, on a peut-être cette idée de la réincarnation de ce personnage qui se réincarne. Et donc, il y a des références, il y a beaucoup de gens qui font des références à Nietzsche, sur le fait que Nietzsche, il parlait de l'éternel retour. C'est-à-dire qu'on était prisonnier dans des boucles temporelles. Je vous rappelle que Wendy Carlos, le truc qui crée pour créer cette musique électronique, ça s'appelle le cercle. Il y a l'idée des cercles. Et là, effectivement, ce qui est intéressant, c'est de voir notre personnage-là, de le voir là et de le voir là, les 3 états. Et l'idée qu'à la fin, il finit. Alors pourquoi il finit dans la glace? Qu'est-ce que ça peut symboliser, le fait qu'il termine comme ça? Il est figé dans le temps, ouais. Alors, c'est aussi l'idée qu'on trouve chez Haneke. Haneke, c'est un grand cinéaste que j'aime pas beaucoup, malheureusement, mais parce qu'il fait des films très froids. Il parle justement de la glaciation des sentiments. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est... on n'arrive pas à le sentir, Nicholson. Il est soit dans le passage à l'acte, soit dans l'espèce de transe. Voilà. Et donc, à un moment donné, contrairement à cette idée de la neige, alors la neige, elle peut purifier. C'est ce qu'on voit dans le film précédent que j'ai montré, c'est que la neige, c'est un symbole de purification, c'est Noël. Voilà. Et là, la neige, effectivement, elle permet... Alors, est-ce qu'il est sauvé ou pas sauvé, finalement, ce personnage? Il est peut-être conservé, justement. Il est peut-être conservé. Alors, il y a une scène qui a été coupée par Kubrick, je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est que, théoriquement, après cette scène, il y a Ullman, le directeur de l'hôtel, qui allait voir Danny, et qui parlait à sa femme, enfin qui parlait à Wendy, et en fait, Aloran était toujours vivant. Et donc il recomposait une espèce de femme. Alors bon, ça c'est dans le bouquin, je ne sais pas si Kubrick avait gardé ça. Pas sûr, non, je crois qu'effectivement Kubrick n'avait pas gardé ça. Mais il y avait l'idée qu'il y avait l'hôpital, Ullman arrivait et disait à Wendy qu'on n'avait pas retrouvé le cadavre de son mari. Et il donnait une balle à Danny.
intéressant. S'il donne la balle à Danny, c'est qu'en fait, ce type, il est du côté des forces obscures, quelque part. Parce qu'en fait, il y a l'idée qui est très présente chez Stephen King, que cet hôtel, il est quand même dirigé par des gens, alors, qui sont plus des humains chez Stephen King, je crois, que des esprits, mais en même temps, ça joue aussi. D'une espèce de... Et qu'on retrouve chez Argento, avec l'idée des maisons des mères, et qu'on retrouve dans la théosophie en disant il y a des centres occultes tenus par des occultistes, il faut faire attention. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand on voit le début et la fin de 2001, vous voyez, c'est deux films qui sont en miroir aussi. Je parlais de films en miroir, les 3 films font une trilogie. 2001, Eyes Wide Shut. Et là, effectivement, on est sur l'idée d'une amie, il redevient un stade animal quelque part, comme si on revenait au début de 2001. Et Danny, lui, ça serait presque l'enfant étoile de 2001. Donc il y a une espèce de miroir entre les 2 films qu'il faudrait essayer peut-être de voir. Ce qui est intéressant aussi, un des points clés, c'est la musique de Ligeti. Ligeti, c'est l'angoisse métaphysique. La musique de Ligeti va être dans les 3 films. Donc ça, je vous dis quand même, c'est quand même intéressant. Et alors, bon, là, la question de la fin du film. Alors, parce qu'on arrive, quelle est la leçon à tirer pour cette fin de film d'après vous? Alors, je vous aiguille un peu avec ça, mais bon, vous pouvez. Est-ce que finalement Danny, il a réussi? Qu'est-ce qu'il a réussi, l'enfant? Est-ce qu'il a réussi quelque chose ou pas? Depuis la scène que Jack a entré dans la chambre, Danny, il parle pas, il parle plus comme Danny, il est toujours Tony. Donc, il est plus un petit enfant, il est en train de grandir. Voilà. Je pense que c'est... Tout à fait. Mais à la fin, il redevient Danny, non? Oui, à la fin, il est Danny. C'est-à-dire que Tony, à un moment donné, Tony l'a aidé, mais effectivement, à la fin, cet enfant qui a peur, il prend l'initiative quand même, ce qui est intéressant, alors que le père, il est clairement passé du côté obscur de la forme, j'ai envie de dire, par rapport à... L'enfant, lui, qu'est-ce qu'il fait? Alors, déjà, l'enfant, rappelez-vous, c'est sa maman l'avait emmené dans le labyrinthe. Donc, le labyrinthe, il connaît. Il a été éduqué à ça. Et ce qui est intéressant, c'est que le labyrinthe, pour beaucoup de gens, c'est une métaphore, surtout dans cet intitulé, c'est une métaphore du chemin de la vie, en disant que la vie, c'est effectivement se confronter à l'ombre et aux épreuves. Et voilà, l'idée, c'est pas toujours, on n'avance pas toujours droit. Ce qui est intéressant, c'est de voir. Voilà. Kubrick a dit ça, c'est intéressant avant d'arriver à la conclusion, parce que Kubrick, il est très paradoxal. D'un côté, il dit qu'il dit rien, et puis après, dans certains entretiens, notamment avec Michel Simon, et dans d'autres revues, notamment sur Playboy, il dit les choses suivantes. Il dit une des choses que les films d'horreur peuvent faire, c'est nous confronter aux archétypes de l'inconscient. Nous pouvons ainsi voir le côté obscur sans avoir à nous y confronter directement. Voilà, donc il dit, méditer là-dessus. Et il dit, voilà, ça c'est ce qu'il a vraiment dit quelques temps après, quand il a interrogé quelques années après Shining, qui a assez bien marché en salle. Il dit, les films de fantômes répondent à notre ardent désir d'immortalité. Shining est un film optimiste, vous voyez, c'est un peu provocateur. Tout ce qu'il dit est qu'il y a une vie après la mort. Donc Kubrick a dit ça. C'est très rare qu'il s'exprime sur le... Il a dit une phrase sur 2001 que je vous montrerai quand on parlera de 2001. Alors, ce qui est intéressant, voilà, moi j'en reviens un petit peu à la conclusion. En fait, vous laissez parler sur Danny quand même, sur ce petit enfant. Est-ce que finalement, qu'est-ce qui va lui arriver après? Est-ce que vous avez une petite idée? Suite à ça, il va péter un plomb, il va se schizophrène comme papa. Il sort grandi de ça, comme dans La Nuit du Chasseur. Ouais. Parce qu'il doit faire face à une situation à laquelle il ne devrait pas faire face à son âge et ça lui fait gagner. Et comment il a fait pour faire face? Quelle est la technique qui a été employée? Qu'est-ce qu'il fait dans le labyrinthe concrètement? Il marche à l'envers, comme les Indiens d'ailleurs. Exactement, merci monsieur. Ouais, il marche à l'envers. Les Indiens contraires, rappelez-vous. C'est très bien vu. La question de marcher à l'envers, d'à rebours. Alors c'est très intéressant, puisqu'en fait, quand on va dans le sens classique de gauche à droite, on va dans le sens du temps, on va dans le sens de la mort. Quand on va à l'envers, on retourne à la question des origines. On revient vers l'origine, et lui, finalement, donc, il va pas, on pourrait imaginer, si on est dans un truc classique, Harry Potter, genre, on va dire, le père, il a le côté obscur, et lui, il a le côté lumineux. Ils se battent, c'est ce qui se passe à la fin d'Harry Potter. Magie noire contre magie blanche. Après, est-ce que la magie noire et la magie blanche, c'est pas la même chose? Lui, il sort du côté magique. Il n'utilise pas le Shining, il utilise juste un truc qu'on va appeler la ruse, et que Ulysse va utiliser dans l'Odyssée.
La ruse, c'est une autre façon. Et donc, du coup, il ne succombe pas à la peur. Il a une forme de raison supérieure qui dit quoi? Si je tue mon père, je deviens comme mon père. Si mon père me tue, mon père continue la boucle. Donc le père ne tuera pas le fils, il ne créera pas de karma. En fait, la question de l'instant karma de Lennon, c'est ça, c'est comment nous libérer du karma. Lennon, avec Yoko Ono, il faisait des bed-in, l'amour libre, l'amour universel. C'est un peu babacool, mais il y a quelque chose de là. C'est l'amour qui nous sauve de ça. Et l'amour, justement, c'est quoi? Alors, je vais développer par rapport aux 3 films. Parce que j'ai une petite trame, on a fini en 5 minutes. Voilà. Dans le premier, sur la question de la peur, Laura Palmer, elle accepte de mourir. Parce que si elle ne mourait pas, elle était possédée par Bob. Et donc, en fait, elle devenait un agent des forces obscures de la loge. Tout ce qu'essaye de faire cette espèce de monde, c'est que Danny devienne aussi comme le papa. Et Danny, il peut devenir comme son père s'il le tue aussi ou s'il provoque sa mort de façon volontaire. Là, c'est pas l'enfant, il a juste fait un pas de côté. C'est intéressant, la logique du pas de côté. C'est sortir d'action-réaction. Dans La Nuit du Chasseur, John, il a accepté sa mission. Et c'est vrai que John et Danny, ils ont une mission. Danny devient celui qui protège sa mère. Ça, c'est important. Égalité du pardon. On n'a pas l'impression que Danny soit en colère contre son papa. On sent qu'à un moment donné, il voit, et quand le papa lui prend dans les bras, il est dans la compassion, comme John apprend à être dans la compassion vis-à-vis du pasteur. Il dit, mais papa, t'es sûr que t'es pas malade? Donc il a le côté positif du Shining, qui est de ressentir l'émotion de l'autre. Et voilà, oui. Oui, il y a une image que j'ai eue, moi aussi, alors je ne sais pas si moi qui me suis fait un cinéma pour le coup, mais vous parliez tout à l'heure de Renaissance, etc. Quand il sort du labyrinthe, moi j'ai une image d'accouchement, comme un petit veau qui est expulsé par sa mère. Parce qu'il y a un plan de coupe, je ne sais pas trop quoi, c'est assez brutal, et il sort à l'horizontale comme s'il était éjecté. Bon, alors ça veut dire quoi? Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que chez Jung, alors là on est vraiment chez Jung, puisque la co-scénariste était vraiment jungienne, et Kubrick s'intéresse à la fois à Freud et à Jung, et il y a une lecture freudienne avec le complexe de Deep, mais c'est vrai que l'idée de l'eau, la neige, c'est de l'eau gelée. On a dans La Nuit du Chasseur les enfants qui descendent la rivière, et à la fin de La Nuit du Chasseur, il y a de la neige. Et ça nous parle de la renaissance d'un enfant. Là, c'est exactement pareil. C'est effectivement un enfant, il va renaître et mourir symboliquement, effectivement. Et cette renaissance, elle est effectivement liée à la traversée soit d'une rivière, soit d'un labyrinthe, et il y a de la neige et il y a du blanc. Donc là, on revient sur le parcours alchimique du héros, avec, vous rappelez-vous des images que j'ai montrées, ces images, elles sont sur le noir, la confrontation au noir, effectivement, avec l'ombre, et puis l'idée de la purification, de l'élévation, qui est liée à l'élément eau, ou à l'élément neige, ou à l'élément blanc. Voilà. Et ça, il y a quelque chose de ça, effectivement. Bon, l'élément rouge de la transfiguration et de l'être-té, on trouve ça vraiment dans 2001. Pas totalement ici. Mais c'est intéressant. Alors, donc du coup, Danny tend un piège pour protéger sa mère. Il apprend à gérer le Shining. Il fait preuve de ruse, effectivement. Ce qui est intéressant, c'est de voir une occurrence de Shining dans le film de Spielberg. Vous savez que Spielberg a réalisé un projet de Kubrick. Et le projet, c'est Intelligence artificielle, que Kubrick n'a pas mené. Et un des messages peut-être aussi de Kubrick, c'est clairement de dire que l'homme aujourd'hui, il est devant un défi, c'est-à-dire l'homme peut aussi devenir une machine. Et là, clairement, dans l'Overlook, l'Overlook devient le piège de l'addiction. C'est-à-dire que là, vous êtes un peu au cinéma dans l'Overlook. Là, vous êtes dans une salle, et cette salle, elle peut être soit le lieu de votre réflexion, si quand on vous montre des images, vous élaborez une réflexion sur ces images. Sinon, vous pouvez aussi élaborer sur ces images une espèce de délire paranoïaque, que beaucoup de gens font, et devenir dépendant. La dépendance ultime, c'est la question de la réalité virtuelle. C'est ces personnages qui vont chercher. C'est rigolo parce que vous l'avez vu, Ray Clermont, il rejoue le film en 5 minutes où il voit tous les éléments, mais ils y vont pour chercher une clé, pour avoir un. Mais à un moment donné, une des leçons du film, c'est qu'il faut sortir de la chambre, il faut sortir du monde virtuel pour revenir dans le réel. Ça, c'est intéressant que Spielberg nous parle de ça, parce que du coup, il y a un vrai hommage à qu'est-ce que c'est que la chambre 237. Qu'est-ce que c'est que notre addiction aux images et comment ces images, à un moment donné, il faut les mettre à distance par la pensée et la réflexion. Parce qu'on essaie de le faire ce soir en discutant dessus. Voilà. Alors, j'essaie de vous donner une petite leçon, parce qu'en fait, c'est pas une leçon, c'est une petite morale, entre guillemets, que je vous laisse bien entendu libre de prendre ou pas, parce que c'est une vision possible. Alors, c'est quoi la philosophie de survie dans un monde actuellement livré quand même à la peur, à pas mal de choses complexes?
Eh bien, un des éléments, c'est la non-lutte directe. Et ça concerne nos 3 personnages, c'est-à-dire Laura Palmer, le John de l'ami du chasseur et le petit Danny. L'idée de ne pas juger les autres, de ne pas porter de jugement, l'idée d'avoir une mission. Hein. En général, cette mission, c'est sauver sa copine, sauver sa mère ou sauver quelque chose. Faire preuve de ruse. Hein. L'idée d'avancer à rebours. Quand on avance à rebours, on revient à l'origine. On rompt avec la logique de l'espace-temps, qui est une logique mortifère. Hein. On rompt avec le karma, l'enchaînement de la cause à effet. Effectivement, on peut se libérer et on peut libérer les autres. Et l'idée, c'est qu'à la fin de Shining, à la fin, la plupart des héros, et surtout Danny, il a peut-être un nouveau regard sur le monde, et peut-être qu'il n'a plus besoin de Tommy, du coup. Ça serait intéressant. C'est vrai que du coup, les enfants, l'ami imaginaire, il disparaît, logiquement. Après, Jung, il renvoie à l'idée que l'enfant, c'est une part qu'on a en nous, qui est une part aussi, l'adulte, s'il veut être équilibré plus tard, il a à retrouver son enfant intérieur, c'est-à-dire sa part d'innocence, pour pouvoir être un adulte accompli. Alors ça, je vous laisse aller voir dans les travaux de Jung, mais c'est quand même intéressant. Et l'idée d'une nouvelle forme de conscience et de rapport au monde. Je vais terminer sur une citation que j'avais faite à la première conférence sur la question de la peur. Alors c'est intéressant parce que Pacom Kielman a ouvert ce cycle, vous pourrez voir la vidéo sur la chaîne YouTube, et Pacom a fait un livre que je vous conseille de lire qui s'appelle Cinéma Hermetica. Et il termine Cinéma Hermetica par une analyse de Shining. J'ai relu son analyse, et c'est rigolo parce que bon, Pacom, moi je l'aime bien, et c'est quelqu'un qui a une analyse très fine de tout ça. Et bien effectivement, on a eu la même idée, c'est de faire le lien entre la figure de Danny et la figure de Krishnamurti. Il finit par dire finalement, je ne sais pas si vous connaissez Krishnamurti, hein, c'est un petit garçon qui a été à un moment donné conditionné par une société qui s'appelle la théosophie pour être un messie mondial, pour être l'instructeur du monde. Il les a envoyés balader. Et les théosophes, c'est des gens qui étaient en lien avec le monde des esprits, tout ça. Voilà. Et il dit un truc qui est intéressant sur la question de la peur. Je vous le lis, ça fera un peu la conclusion, et je vous laisse réfléchir à ça. La peur est une souffrance. La peur est la non-acceptation de ce qui est. La peur n'existe que par rapport à quelque chose. C'est l'esprit qui crée la peur. Seule la connaissance de soi peut vous affranchir de la peur. La connaissance de soi est le commencement de la sagesse. Et effectivement, tous les films que j'ai montrés sur la libération de la peur sont des films qui mettent en scène des enfants possiblement maltraités, mais qui à un moment donné font preuve de résilience. Et la résilience, moi je crois que c'est le nom moderne pour ce qu'on appelait l'alchimie au Moyen-Âge, c'est-à-dire de nos difficultés, de nos insolites, de notre chaos intérieur, on en fait de l'or, on en fait une richesse. Et c'est ce qui arrive à peu près aux 3 enfants qu'on a vus dans le cycle. Et c'est ce que je vous souhaite dans votre vie, parce que notre vie n'est pas toujours simple. Et c'est vrai que je pense qu'il y a certains films qui peuvent nous aider à voir au-delà des apparences. Voilà. Donc on a quasiment terminé cette séance. Alors, encore Stanley Kubrick, allez, parce que Stanley Kubrick, il y a un truc que j'aime bien, il dit 2 trucs, hein, il dit, enfin 3 trucs que j'ai repris. Alors ça c'est Philippe Fraisse. Philippe Fraisse, il a développé une hypothèse dans le livre de Kubrick, il dit, est-ce que Kubrick n'était pas gnostique à un moment donné? Alors les gnostiques, c'est des gens qui pensent que le salut n'est pas uniquement dans l'amour universel, mais il est dans l'amour et la connaissance, c'est-à-dire la vision globale du monde, ce que Krishnamurti appelle la vision pénétrante. Je vous laisse creuser ces histoires-là. Et la vision pénétrante, si vous voulez, c'est la version supérieure du Shining. C'est-à-dire entre moi et l'objet, je suis l'objet, je suis le monde. Et si je veux changer le monde, je dois me changer moi, puisque le monde extérieur est le reflet de ce que je suis moi. C'est intéressant de voir Shining avec cette idée du miroir et du reflet. Et donc, Kubrick, il dit « le futur ne grille pas du passé ». Donc l'idée du moment présent, qu'on a dans beaucoup de sagesse aujourd'hui. Ce qui serait bon pour tous, ce serait d'accepter cette vision jungienne de l'ombre, par ceux qui se croient bons et rejettent le mal sur les autres. C'est intéressant de ne pas se victimiser, de dire... Et ça, il va le développer dans le film d'après. Dans le film d'après, qui va être Full Metal Jacket, vous allez avoir clairement, dans l'affiche du film, quelque chose sur l'ombre et sur là-dessus. C'est très clairement là-dessus, Full Metal Jacket. Et enfin, à un moment donné, dans un discours, il dit ça. Il dit « Aussi vaste que soient les ténèbres, nous ne devons pas avoir peur de notre propre lumière. » Et Shining, c'est l'enfant lumière. Donc ça veut dire que nous avons peut-être en nous potentiellement un enfant lumière qu'il faut réveiller. Et c'est pas parce que le monde est sombre qu'il faut devenir sombre aussi. Voilà. C'est ce que je vous souhaite, de voir les choses avec une lumière particulière. Voilà. Merci pour votre écoute. Sur l'affiche alors, la figure. Et bien la figure sur l'affiche, c'est l'enfant lumière.
Alors là, donc là, bonne nouvelle, parce que vous avez été relativement nombreux à venir. Donc là, la Filmothèque pour un petit cadeau, parce que moi je ne suis pas hyper connu, je n'ai pas écrit beaucoup de bouquins, j'écris des articles, donc ça va continuer le cycle. Et le prochain cycle, ça va être l'homme face au cosmos. Et il y aura le 2001. Et je vous expliquerai, je vous donnerai quelques éléments. Parce que moi, tout ça m'est venu, finalement, cette envie de faire ça à quelqu'un dont j'ai commencé par lui rendre un hommage et continuer à le remercier, c'est Michel Cazenave, qui nous a quittés en 2018, qui est un grand spécialiste de Jung, et avec qui j'avais eu une discussion sur 2001 qui m'avait totalement éclairé et qui m'a donné envie de continuer cette expérience. Je vous remercie d'avoir permis par votre participation. Voilà. Alors, quelques éléments de publicité rapides pour ceux qui veulent. Voilà. Il y a Marcel, Jacques sur le micro. Alors, vous avez un site internet, ultrazonetv.fr, vous avez une page sur le cinéma, une page Facebook, l'alchimie du cinéma. Et puis, je vais peut-être éteindre le micro parce que c'est un problème de Donc, vous avez la page YouTube. Alors, sur YouTube, vous avez la captation des 3 ciné-clubs. Voilà. Merci à Alain d'avoir filmé. Donc, vous verrez, donc chaque ciné-club sera mis en ligne. Vous pouvez partager. Voilà. Donc, la suite au prochain épisode, en mars ou avril. Et la Filmothèque, vous aurez la newsletter. Tout ça. Voilà. Merci.